Je voudrais commencer par remercier le sénateur du Doubs, Jean-François Longeot, président de la commission aménagement du territoire et du développement durable, et le sénateur Cyril Pellevat, qui est présent avec nous ce matin, physiquement, secrétaire de la commission aménagement du territoire et développement durable, également membre de la commission des affaires européennes. Il est par ailleurs conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc nos deux sénateurs qui parrainent cet événement à l'initiative de François Escoffier, président de FEDEREC, Fédération des entreprises du recyclage. Et je vais commencer par donner la parole au sénateur Cyril Pellevat. Très bien, merci. Donc, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vais également saluer mes collègues sénateurs issus des groupes d'études économie circulaire et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui vont se connecter chacun par moment ou pour la totalité. Je tiens tout d'abord à vous remercier sérieusement pour votre venue à cette conférence en présentiel ou en distanciel et que celle-ci soit en votre qualité d'intervenant ou de participant. C'est avec enthousiasme que j'ai accepté de parrainer, en lien avec le président Gérard Larcher et le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ça a été rappelé, Jean-François Longeot, ce collègue sur le thème du recyclage, lorsque le président de FEDEREC, François Escoffier, me l'a demandé. Il s'agit en effet d'un sujet qui peut sembler parfois technique. Il est d'une importance capitale, et tout particulièrement en cette période où la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de l'environnement doivent faire partie des priorités de notre société. Mes collègues parlementaires et moi-même avons compris et nous sommes saisis de longue date des enjeux liés au recyclage et à la valorisation, et nous avons toujours été attachés à la recherche de solutions bénéficiant à tous, que ce soit à l'environnement, aux citoyens, aux collectivités, aux gestionnaires de déchets ou aux producteurs. Monsieur le Président, François Escoffier va d'ailleurs par la suite nous expliquer les enjeux qui restent vitaux pour les acteurs du recyclage, et je tiens à le remercier parce que régulièrement nous sommes alertés au niveau de la Commission sur les enjeux, les problématiques, et en tout cas on a une veille et une alerte récurrente et de proximité. Mais nous sommes justement ici réunis à la fois pour mieux les comprendre et les appréhender, mais aussi en nos qualités de représentants de la nation, de chefs d'entreprise ou encore de citoyens à entamer une réflexion sur les moyens de régler les difficultés qui persistent. Les récentes évolutions législatives et réglementaires ont visiblement des impacts très transversaux puisque, tel que le nom du colloque l'indique, ils touchent à la fois les industriels, les collectivités, les citoyens et l'emploi. Certains de leurs effets ont des externalités extrêmement positives, tandis que d'autres peuvent être dangereuses, et nous n'avons peut-être malheureusement pas pu les discerner, ou du moins pas imaginer leur ampleur. Je pense notamment au REP emballage du bâtiment, VHU, qui cause des difficultés qui n'avaient pas forcément été identifiées. La bonne nouvelle reste toutefois qu'il est possible de rectifier le tir et que de nombreuses solutions existent. Les intervenants qui ont été conviés à cette conférence sont d'ailleurs là pour nous éclairer à ce sujet, et je leur laisse dès à présent la parole afin qu'ils nous exposent leurs connaissances, leurs points de vue et leurs attentes. Charge à nous ensuite, responsables politiques, de voir de quelle façon les mettre en œuvre d'un point de vue législatif. Et je donne déjà rendez-vous à FEDEREC, à la filière, à ceux qui sont intéressés, à une table ronde qui pourrait être organisée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour faire le point régulier et en tout cas vous avoir peut-être de façon plus formelle dans un cadre de commission en général le mardi matin et avec l'ensemble des sénateurs du groupe. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Je vais maintenant laisser la parole à François Escoffier qui va expliquer un petit peu la dynamique de ce colloque. Merci, merci Manuel. Merci surtout à Cyril Pellevat, sénateur, rapporteur de la commission. Je voulais remercier Jean-François Longeot pour la bonne écoute qu'il a eue auprès de notre question, de savoir comment on pouvait échanger avec les parlementaires. Je remercie les nombreux parlementaires qui sont connectés. Alors, il y a des sénateurs, hein, naturellement, mais il y a aussi des députés. On m'a signalé Stéphanie Kerbrat qui a apporté de nombreux textes et qui s'est connectée. Et puis Véronique Rioton, qui a été rapporteuse aussi de très nombreux textes, notamment sur la loi AGEC, et qui œuvre beaucoup sur nos sujets. Notre présence au Sénat, elle n'est pas anodine. On est au cœur du système parlementaire et via le bicaméralisme, c'est vraiment une forte attente pour nous d'être reçus et d'être écoutés sur les sujets d'actualité. Deux lois importantes promulguées, la loi AGEC, climat et résilience, d'où découlent de nombreuses prescriptions réglementaires dans un calendrier qui ne tient pas forcément compte des événements exceptionnels et du coup qui nous resserre et qui accentue la pression sur nos métiers
Et c'est bien de cela qu'il s'agit, où on trouve que, voilà, entre, par moment, la sortie d'un texte qui est très bien, et puis son application, il y a l'urgence. Et nous, l'urgence, en termes d'investissement, en termes de mobilisation de nos effectifs, c'est un peu douloureux. Et puis, je dirais, tout ce qui est autour de la transition écologique, qui est au centre de nos préoccupations, on s'en réjouit. On n'est pas là pour se plaindre. On est là pour expliquer des problématiques qui sont très concrètes. Merci, Monsieur le Président. Nous accueillons donc autour de la table Anne Le Guenec, directrice générale recyclage et valorisation des déchets chez Veolia, et également Sébastien Petit-Huguenin, directeur général de Paprec, qui vont nous exposer donc les enjeux liés à la REP emballage. Alors, merci Président. Chers sénateurs, chers collègues, chers auditeurs, déjà merci de nous accueillir dans ce lieu absolument magnifique. Et même si un certain nombre des sujets qu'on va aborder ce matin sont l'objet de discussions, peut-être même de dissensions, on espère que la sagesse de ce lieu saura nous inspirer. Et on commence effectivement avec ce sujet du futur, du recyclage, des emballages et des papiers graphiques. Il nous revient avec Anne la lourde tâche de tirer le signal d'alarme pour démarrer et de dire que si les orientations qui étaient proposées à l'instant devaient être maintenues, nous craignons pour la période 2023-2029, c'est-à-dire le nouvel agrément qui est envisagé, un arrêt total de la filière. À l'inverse, et pour cela, nos fédérations font un certain nombre de propositions. Je laisserai à Anne le soin de les détailler. Il nous semble qu'il est possible de construire un futur dans lequel, à la fois, on tienne les objectifs européens de valorisation et dans lequel la filière française du recyclage, qui se situe au meilleur niveau mondial en termes techniques et technologiques, puisse faire valoir tous ses atouts. La France a les atouts que rappelait François Escoffier tout à l'heure, avec un modèle dans lequel non seulement nous avons des savoir-faire, mais nous avons aussi de la fabrication d'outils. On pense à un industriel des machines de tri comme Pélinck, qui est installé à Pertuis, à côté d'Aix-en-Provence. Et on peut penser à un certain nombre d'équipementiers, dont certains sont installés sur un territoire qui est cher à notre président. Quelques mots, juste pour rappeler l'historique. Depuis 1992 et la création de ce qui était à l'époque éco-emballage, le recyclage des emballages est arrivé à un taux de 68%. Ce taux de recyclage, c'est 3,7 millions de tonnes d'emballages qui sont recyclés par an et c'est 1,2 million de tonnes de papier graphique. Cette évolution extrêmement forte n'aurait pas été possible sans galvauder le mot, ce qu'on peut appeler une révolution industrielle. Trois faits marquants à l'appui de cette révolution industrielle. Le premier, c'est l'automatisation incroyable qui a été permise par la technologie dans les années récentes. Le second, c'est celui de la massification, puisque pour faire cette révolution, on a dû créer des outils de tri beaucoup plus puissants et beaucoup plus capacitaires que ce qui avait été fait par le passé. Et le troisième, c'est l'optimisation financière. Alors, en deux mots, et avec un petit exemple, on est passé de 300 centres de tri en France dédiés au tri des collectes sélectives à 140 aujourd'hui, et bientôt 120 si j'en crois l'évolution récente et les appels d'offres qui sont attribués. Cette évolution absolument impressionnante s'est faite à la faveur de l'introduction de la robotique et de l'intelligence artificielle dans le métier du tri des emballages et du tri des déchets. Et, nouvelle me semble-t-il à partager dans ce cénacle, ça se fait en France au meilleur niveau mondial de la technologie. Les centres de tri français n'ont rien à envier à leurs homologues allemands, danois ou scandinaves. Et on développe aujourd'hui en France une technologie. Nous n'avons certainement pas les citoyens les plus observants du point de vue du tri, puisque les refus de tri sont malheureusement importants dans les flux que nous sommes amenés à traiter. Mais l'industrie française du recyclage a su compenser avec un apport en technologie très important qui nous permet de commercialiser sur les marchés mondiaux des matières premières qui sont d'excellente qualité et qui font la fierté de la filière française du recyclage. Cette évolution a aussi permis une évolution de la taille des centres de tri. On est passé de centres de tri qui, il y a une dizaine d'années, faisaient de 5 à 8 000 tonnes de capacité par an
pour maintenant arriver à des centres de tri qui font systématiquement plus de 30 000 tonnes de capacité et pour les plus importants d'entre eux, 60 à 80 000 tonnes. Dernier point de cette révolution qui a eu lieu, on a fait des économies extrêmement importantes sur le coût du tri des collectes sélectives, puisque pour simplifier à grands mots, ce qui coûtait de l'ordre de 300 € la tonne coûte maintenant 200 € la tonne. Donc on a retiré un tiers du coût et en triant maintenant 7 sortes de plastique en sortie des centres de tri, ce qui à nouveau est une performance technologique de premier ordre. Alors, au moment où, quelque part, vous allez dire, on s'arroge une forme de satisfecit sur ce qui a été réalisé, quel est le système et finalement quelle est la base qui a permis de réaliser ce développement. Cette base, depuis 1992, c'est une logique partenariale. Ce partenariat, c'est celui des metteurs en marché, regroupés historiquement à l'intérieur d'Éco-emballage et maintenant de Citeo, celui des collectivités locales et celui des acteurs industriels du recyclage que sont les opérateurs. Cette logique de partenariat, elle se fait autour de rôles qui sont bien expliqués et bien clairs entre les différentes parties prenantes. À Citeo revient le travail sur l'éco-conception des emballages et sur le financement. Collecteurs du point vert, ils assurent le financement de la collecte et du tri. Et les opérateurs et les collectivités, de leur côté, sont les acteurs concrets du recyclage. Ce sont eux qui développent les moyens de collecte, les usines qui permettent de réaliser les opérations de tri. Et à ce titre-là, ce sont plusieurs milliards d'euros d'investissement qui ont été réalisés par l'ensemble de ces acteurs. Ce grand partenariat, qui existe depuis quasiment 30 ans maintenant, a permis d'obtenir les résultats dont on vient de parler. Ce qui, pour nous, est extrêmement problématique à date, c'est que les dernières propositions en date faites par Citeo sur le sujet visent à casser ce partenariat historique, puisque Citeo se propose de venir remplacer les collectivités et les opérateurs dans ce rôle d'acteurs concrets, puisqu'il se propose de devenir à la fois repreneurs des matières issues du tri et opérateurs eux-mêmes d'un certain nombre de centres de tri. Je laisserai à Anne la tâche d'expliquer quelle est notre proposition alternative, mais je tiens à redire de façon extrêmement forte le fait que ce type de passage en force, qui n'est pas sans rappeler encore une fois la méthode qui avait été proposée à l'époque par les metteurs en marché autour de la consigne, est extrêmement dangereux. Et les effets de ce passage en force, s'il devait se confirmer, seraient ceux qu'on a vus au moment du débat sur la consigne, une mise à l'arrêt des investissements dans la filière et un temps perdu qui empêche aujourd'hui de tenir le déploiement de l'ensemble de la population en extension de consigne de tri. Le temps perdu au moment du débat pour la consigne a retardé les investissements des industriels et des collectivités. Et il serait extrêmement dommageable à la tenue de nos objectifs français et européens qu'un tel cas de figure advienne à nouveau. Alors, quels sont les enjeux du moment de cette filière, puisqu'il ne s'agit pas de déplorer encore une fois cette proposition de mon point de vue extrêmement maladroite qui est posée aujourd'hui par Citeo sur la table, mais plutôt d'essayer de se projeter dans qu'est-ce qu'on peut faire. Ces enjeux, ils sont au nombre de 4 de mon point de vue. Le premier, c'est de finaliser au plus vite le déploiement de l'extension des consignes de tri. Nous avons pris du retard du fait de ces erreurs passées. Il est temps d'accélérer et à ce titre-là de permettre la possibilité de faire du tri simplifié sur un certain nombre de centres de tri pour rattraper le retard. Second enjeu pour nous, le développement de la collecte. Alors ce développement de la collecte, finalement, il y a 2 points absolument critiques. Un premier qui consiste à développer la collecte dans l'urbain dense. On sait qu'aujourd'hui, l'essentiel du manque de performance de tri est lié aux grandes villes, dans lesquelles on collecte les emballages et les papiers graphiques de façon très insuffisante. Il y a pour cela des propositions qui ont été mises en avant par la Fédération, qui visent en particulier à doter cet urbain dense de moyens de collecte supplémentaires. Bien évidemment, ce débat se complète de celui du hors-foyer. Les modes de vie contemporains amènent à ce que les citoyens soient amenés à consommer hors foyer de façon importante. Et l'enjeu de la collecte des emballages et papiers qui sont générés, mais essentiellement des emballages, est absolument critique. Et à nouveau, nous avons porté un certain nombre de propositions sur la table sur ce sujet-là, qui ne sont malheureusement
à date pas reprises dans les propositions pour le nouvel agrément. Il y a un troisième point qui porte sur la communication auprès des citoyens. Il est de notre point de vue absolument essentiel qu'au XXIe siècle, à l'heure du réchauffement climatique, les citoyens soient rassurés sur l'intérêt qu'il y a à effectuer le geste de tri, qu'ils ne font pas que pour les emballages et pour les papiers graphiques, pour bien d'autres choses, mais qu'ils soient rassurés sur ce sujet-là et que la simplification permise par l'extension de consignes de tri puisse être expliquée beaucoup plus largement. Dernier point, il est une priorité, et j'étais ravi d'entendre le sénateur Pelva citer à nouveau ce sujet-là tout à l'heure. Il est absolument essentiel de développer et de dynamiser les filières aval de consommation. Et j'ai entendu qu'il était dans les discussions intérieures de la Commission développement durable, le sujet de l'incorporation était mis en avant. Je ne peux bien évidemment que souscrire à cette approche-là. Il est fondamental que la logique d'incorporation, qui peut passer ou par de l'incentive économique ou par des obligations d'incorporation, soit vraiment mise en avant, puisque pour développer des filières, il faut qu'il y ait un aval. Et c'est le dernier enjeu absolument crucial du développement de nos filières. Voilà en quelques mots brosser le tableau de l'existant. Et je vais passer la parole à Anne Le Guenec. On va laisser aux femmes le meilleur pour compléter sur en particulier la partie proposition. Merci Sébastien. Mesdames et messieurs, monsieur le sénateur, cher président, merci de nous accueillir ici et j'en suis d'autant plus ravie, au-delà de mes fonctions chez Veolia, en ma qualité de présidente de la Confédération des métiers de l'environnement, qui nous réunit, FEDEREC, la FNAD et le SNEFID. La Confédération des métiers de l'environnement, aujourd'hui, c'est à peu près 1500 entreprises et 112 000 emplois directs, juste pour bien mesurer le propos. Et je suis ravie d'être au Sénat, puisqu'on est ici dans la maison des collectivités locales, sujet qui va animer évidemment le sujet de la REP emballage. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit en introduction, dans ce contexte et sur ce que vient de dire Sébastien, dans ce contexte d'urgence climatique et de relance post-crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire, le recyclage devient une évidence et doit se développer en tant que processus industriel. Processus industriel pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pour préserver les emplois locaux, pour construire des boucles courtes de matière et d'énergie et sécuriser les approvisionnements. Qui dit processus industriel dit pérennité des investissements, et Sébastien vient de nous décrire l'ensemble des démarches qui ont été menées depuis une trentaine d'années pour rendre la démarche de tri, pour rendre le recyclage plus efficace et optimisé, pour concrètement faciliter le geste de tri de tout un chacun, puisque qui dit REP emballage dit bac jaune que nous avons tous devant notre porte. Et qui dit pérennité de ce cycle dit pérennité des investissements qui ont été portés par les collectivités majoritairement et par les opérateurs que nous représentons aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion que c'est environ 1,2 milliard qui sont dépensés chaque année qui sont investis chaque année par les opérateurs que nous représentons. Qui dit développement industriel dit préservation des emplois locaux. Et pour nous, c'est un sujet majeur. J'évoquais les 112 000 employés directs que nous représentons, mais nous sommes un acteur majeur de l'emploi social et solidaire, puisque nous travaillons avec énormément de partenaires de l'emploi social et solidaire, donc de l'insertion et du handicap. Alors aujourd'hui, dans cette pérennité des investissements et de l'emploi, deux difficultés majeures amènent effectivement à se questionner sur les fonctionnements et notamment les positionnements des éco-organismes dans le cadre du réagrément 2023. La première difficulté, nous la connaissons tous, c'est la fluctuation des prix matières. Mais cette fluctuation, elle est structurelle et elle doit effectivement être gérée et prise en compte. La deuxième, c'est la saturation des exutoires. Et je n'ai pas besoin, je pense, de rappeler les difficultés que nous avons vécues il y a de ça environ 2 ans, lorsque nos stocks, notamment de papier-carton, s'accumulaient à la sortie des centres de tri, provoquant des dangers d'incendie. Ce sera abordé aujourd'hui. Danger également pour nos collaborateurs dans le cas d'éventuelles chutes de balles.
Ces deux difficultés, elles sont structurelles. Il serait illusoire de croire que la mise dans les mains d'un acteur monopolistique ou dominant arriverait à les régler. Le sujet des prix, c'est structurel. Il est aujourd'hui pris en charge dans le cadre des partenariats que Sébastien décrivait entre les opérateurs et les collectivités, éventuellement les repreneurs quand ils sont différents. Elles sont prises en compte, sauf en cas de crise. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le point principal à prendre en compte, c'est la gestion de la situation de crise dans la fluctuation, c'est-à-dire quand vraiment le contrat ne permet plus de porter les sujets. Un exemple, quand le papier carton ne s'écoule plus, si ce n'est à 0 € la tonne, il faut encore payer le transport. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec un mécanisme assurantiel, quand le prix de la matière est haut, c'est par exemple le cas en ce moment, mettre une petite contribution de la collectivité dans un fonds assurantiel permettrait d'assurer la gestion des crises qui sont souvent temporaires. Payer ce transport, puisqu'il s'agit bien de cela, en cas de crise, on va dire que si une contribution d'1 € la tonne par une collectivité sur un cycle de 2 ans, ce qui nous semble raisonnable, permettrait d'absorber un mois de crise. Ça nous semble tout à fait acceptable et permettrait de lisser cette contrainte qui, on le comprend bien, est budgétairement compliquée pour les collectivités, également compliquée à aborder par les opérateurs que nous sommes. Aujourd'hui, ces mécanismes de compensation, ils existent à travers des soutiens sur l'approvisionnement des zones éloignées. Ce sont des mécanismes existants et on pense qu'il faut évidemment les solliciter autant que de besoin. Sur la partie saturation des exutoires, là aussi, croire qu'un éco-organisme qui serait monopolistique, voire dominant face à l'ensemble des repreneurs de matières premières qui existent ou qui se créent, nous semble tout à fait illusoire. Illusoire et problématique. Problématique évidemment pour les opérateurs que nous sommes, puisque ça ne faisait pas partie des cahiers des charges et de la revue qui en avait été faite par l'autorité de la concurrence en 2012. Les éco-organismes n'intervenaient pas sur le marché de la reprise de matières. Et pour cause, cela pose un certain nombre de problèmes de position dominante, mais éventuellement problèmes de conflit d'intérêts, puisque bien souvent les éco-organismes aujourd'hui en France ont à leur conseil d'administration des metteurs en marché. Donc les metteurs en marché pour les metteurs en marché, forcément c'est un petit peu compliqué. Là où nous pensons qu'il est tout à fait possible, et nous le faisons chaque jour aujourd'hui, d'accompagner les industriels dans la stimulation de la demande. C'est ce qu'évoquait Sébastien, les obligations d'incorporation et les démarches d'éco-conception qui doivent être menées par des industriels, avec des industriels, pour vraiment répondre à leurs besoins, nous semble complètement nécessaire. Cela doit nous amener aussi à réfléchir au cas par cas, au sein des collectivités, dans ces partenariats qui existent et que Sébastien Petit-Huguenin a évoqués, à de la flexibilité sur des standards. En cas de crise, il faut favoriser les standards qui se vendent pour pouvoir effectivement écouler les flux. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire au cas par cas, limiter les coûts de surtri, savoir regarder ce qui existe en termes de conception du centre de tri, et on en a parlé, les démarches industrielles se sont multipliées, savoir réduire les coûts mais maximiser la valeur. Je prends là aussi un exemple. Lorsque sur un centre de tri, y compris dans cette période où on s'interroge sur la gestion des flux en développement dans une démarche transitoire pour accélérer les extensions de consignes de tri, aujourd'hui, sur bien des centres de tri en France, le tri du PET clair est assuré. Il faut continuer à le faire. C'est une création de valeur pour la collectivité. Il faut aussi, et bien sûr, se projeter vers l'avenir. Ces flux en développement, puisqu'on investit énormément sur la recherche et le développement, trouveront demain leurs exutoires et leur valorisation. Il faut donc que les collectivités qui ont investi dans leurs infrastructures puissent, dans quelques années, bénéficier de cette création de valeur en retour logique de leur investissement. Notre proposition aujourd'hui, c'est vraiment, donc, vous le comprenez, de garantir aux collectivités de tirer le meilleur parti des investissements qu'elles ont faits.
et vraiment de se projeter à la maille du territoire dans une mécanique d'accompagnement, notamment sur la production de nouveaux flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous préserver un équilibre qui est important entre la collectivité, l'opérateur repreneur et l'éco-organisme, équilibre qui existe dans les cahiers des charges d'agrément actuels et sur lequel nous appelons donc à garder la plus grande vigilance lorsqu'il sera temps d'examiner les cahiers des charges du nouvel agrément. Ces dispositions sont déjà mises en œuvre, Sébastien l'a expliqué, elles fonctionnent et nous pensons qu'il faut continuer à nous engager dans cette démarche industrielle. Merci. Suivant donc la REP sur les véhicules hors d'usage, donc on accueille Abderrahmane El Aoufir, directeur général du groupe de Richebourg, et Jean-Pierre Labonne, qui est président de Fédérec des constructions automobiles, qui doit être normalement en visio. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour monsieur le président. Donc oui, vous exposez les craintes et les attentes par rapport à la loi AGEC qui va apporter plusieurs modifications à la REP VHU. Elle étend cette REP donc, à une nouvelle catégorie de véhicules, des 3 roues, des quadricycles, des voiturettes, et surtout chaque centre de VHU devra passer un contrat avec un éco-organisme pour effectuer la collecte, la dépollution et le traitement des véhicules. Donc ces intentions, ces raisons sont louables car effectivement il faut impliquer davantage les constructeurs par rapport à des objectifs techniques demain plus onéreux, par rapport à une lutte contre la filière illégale et aussi pour anticiper les défis futurs, notamment sur les véhicules électriques. Donc je souhaite vous souligner les particularités donc, de cette filière VHU. Le cadre, c'est environ 1600 centres, plus de 1600 centres agréés en France pour traiter les VHU. Action complétée par des broyeurs derrière qui sont plus de 50 en France et qui traitent environ 1,5 million de véhicules chaque année. Je rappelle que le VHU, contrairement à d'autres déchets, le VHU, le véhicule en fin de vie, n'est pas un simple déchet, ça appartient à quelqu'un, c'est nommé, il y a une carte grise et ce déchet a en général une valeur positive qui est négociée avec les derniers détenteurs. La filière VHU est une filière qui fonctionne déjà dans un cadre réglementaire qui est celui de la directive européenne, qui fixait donc l'obtention en 2015 des taux de 95% de recyclage, valorisation et traitement. Et ces taux sont d'ores et déjà atteints. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la crainte principale de notre filière, c'est la désorganisation, en fait, avec un éco-organisme qui serait, une REP qui serait opérationnelle, la désorganisation de ces résultats. Ces résultats sont obtenus effectivement grâce, premièrement, à l'action des centres VHU agréés qui font la dépollution, le démantèlement, qui participent donc à l'économie circulaire en remettant sur le marché des pièces automobiles, soit pour la rénovation, soit en direct, parce qu'elles ont été suivies, tracées, etc. Et le deuxième opérateur, c'est donc les broyeurs qui vont performer donc les attentes de ces fameux taux de 95%. Et c'est le couple, en fait, de l'action, de l'activité dépollution des constructions et broyeurs qui permet l'obtention de ces taux qui sont aujourd'hui satisfaisants. Je voudrais aussi dire que cette filière VHU est un partenaire privilégié du ministère de l'Intérieur via le SIV, un service d'immatriculation des véhicules, du service de la NTS, puisque nous avons la complète confiance de ce service pour assurer la destruction certifiée des cartes grises. Donc voilà, ce serait dommage de remettre en cause aussi cette relation qui fonctionne déjà parfaitement bien en confiance avec ce ministère. Les inquiétudes principales donc, que nous avons, c'est la perte de la propriété de la matière et des pièces, donc le risque de devenir simple prestataire pour les metteurs en marché. C'est que les mesures qui vont être prises ne permettent pas une lutte efficace contre la filière illégale. Effectivement, on s'oriente vers aujourd'hui les systèmes individuels plus qu'un éco-organisme et certainement la gestion des flux va être très compliquée, donc ça ne va pas arranger la filière illégale. Et enfin aussi que la transposition de cette loi AGEC prenne en compte les directives, les changements de la directive européenne. Je rappelle qu'en ce moment, la directive européenne est en cours de rénovation, en cours de révision. Ce serait peut-être dommage de fixer des nouvelles réglementations en France avant qu'on sache ce qui va se passer au niveau européen. En conclusion, donc,
Ce que nous désirons au sein de FEDEREC de notre filière, c'est véritablement créer un dispositif contre la filière illégale. On a proposé de, par exemple, conditionner la fin des primes d'assurance avec la remise d'un certificat de destruction pour éviter les filières illégales. On a aussi parlé des primes au retour. Ensuite aussi, c'est prendre en particularité toutes les originalités, tous les investissements de cette filière pour ne pas la détruire. Et enfin, ne pas bouleverser donc cette filière avec une REP qui serait une REP opérationnelle. Essayons de garder une REP simplement financière pour effectivement participer de l'évolution technique et environnementale de ce traitement des VHU. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, chers collègues, merci de nous accueillir dans cette magnifique salle pour parler des défis de l'industrie de recyclage, et notamment celle du recyclage des VHU. Le recyclage des véhicules hors d'usage est encadré aujourd'hui par une directive européenne qui date de l'année 2000. Les objectifs de recyclage et de valorisation qui ont été fixés à 95% ont été atteints depuis des années par la France. La loi AGEC de février 2020 prévoit de profondes modifications à la REP VHU. Ces modifications sont les principales modifications sont de deux ordres. Premièrement, l'extension au-delà des VHU aux 2 roues, 3 roues, les quadricycles à moteur et les camionnettes. Et deuxièmement, la mise en place d'un éco-organisme ou d'un système individuel. Ces modifications ont des points positifs et ont des points négatifs ou constituent pour les membres de FEDEREC certaines craintes. Je commence d'abord par les points positifs. Tout d'abord, nous aurons des discussions avec les constructeurs automobiles et nous pourrons développer demain ou après-demain à la fois l'éco-conception. Nous pourrons aussi parler des problèmes, des défis de l'enfouissement des déchets ultimes qui résultent de broyage des VHU. Et nous pourrons aussi avoir des discussions sur le traitement des batteries ou des véhicules hybrides et électriques demain, qui ont commencé à avoir leur arrivée massive sur le marché. Nous avons également des craintes. Premièrement, la première crainte, c'est que l'Union européenne prévoit de retoiletter la directive européenne de 2002 et nous avons peur qu'il y ait des orientations qui soient prises, des orientations différentes qui soient prises par l'Union européenne et qu'après, on sera obligé de revenir en arrière pour adapter nos directives ou nos lois par rapport à l'Union européenne. La deuxième crainte que nous avons, c'est concernant l'éco-organisme ou le système individuel. Le système individuel, ça veut dire que nous aurons pratiquement un éco-organisme par constructeur. On aura des cahiers des charges qui sont différents, des caractérisations qui sont différentes, des homologations, habilitations qui seront différentes. Or, nos plateformes de recyclage n'ont pas des superficies énormes pour pouvoir faire des caractérisations par constructeur, sachant qu'on fait déjà des caractérisations pour des éco-organismes en matière de D3E. Donc, c'est ce qui nous complique un petit peu la vie. La troisième crainte que nous avons, c'est la propriété de la matière, qui a déjà été citée précédemment dans pas mal de domaines. Aujourd'hui, les entreprises de recyclage, depuis des décennies, traitent des produits divers et variés et qui ne proviennent pas que de la construction automobile. Nous traitons les déchets de déchetterie, nous traitons les déchets métalliques de démolisseurs industriels, nous traitons des chutes d'usines, nous traitons des déchets qui nous sont ramenés par des artisans et nous avons construit avec nos clients sidérurgistes et métallurgistes des relations sur des années qui aboutissent à un certain équilibre. Et aujourd'hui, perdre la propriété de ces matières nous posera un problème et créera un déséquilibre dans les relations que nous avons avec nos clients métallurgistes. Il va de soi que nous sommes tous très contents de voir cette loi, je dirais,
le principal objectif de cette loi, c'est d'éradiquer ou diminuer la filière illégale. La filière illégale, je le rappelle, c'est 1/3 des VHU qui sont mises sur le marché chaque année. Ça représente entre 600 et 700 000 véhicules chaque année. Et bien sûr, pour les entreprises de recyclage, avoir accès à ce volume potentiel, c'est quelque chose d'important. Mais nous devons néanmoins, comme l'a dit le président Escoffier auparavant, dans un système qui a fonctionné pendant des décennies, qui est équilibré, qui n'est pas subventionné et qui profite des investissements des entreprises, à la fois familiales, des groupes d'investissement, des centaines de millions d'euros par an, et il a toujours été équilibré, de veiller à cet équilibre et de ne pas trop le déranger. Donc c'est pour cela qu'on appelle de nos voeux de regarder bien la différence entre système individuel et éco-organisme. Et puis la dernière chose, c'est de faire une campagne, il nous appartient à tous, FEDEREC, le ministère de l'Environnement, de faire une campagne de publicité auprès des consommateurs pour parler des acteurs vertueux de la filière et essayer d'éradiquer cette filière illégale. Mesdames et messieurs, merci de votre écoute. Je voulais mettre le point, moi, sur quelque chose qui vient d'être soulevé. Aujourd'hui, il y a quand même un problème, non pas, on parle de l'exportation des déchets. Moi, je suis quand même un peu surpris que sur l'exportation des véhicules hors d'usage, des carcasses automobiles dépolluées, elles trouvent des unités de traitement en dehors des sites nationaux. Et je pense qu'on devrait, avant de s'occuper de la matière première issue du recyclage, qui est traitée chez nous et qui est un produit qui est conforme, qui va alimenter l'industrie européenne en priorité, après la satisfaction du besoin national, je pense que là-dessus, il y a quand même quelque chose à faire et à dire du point de vue réglementaire. Voilà. Si on n'a pas de questions, on va passer au sujet suivant. Manuel ? Intervention donc, sur la REP déchets du bâtiment, donc avec un binôme constitué de Erwan Lemer, directeur général adjoint recyclage et valorisation des déchets chez Paprec, et Olivier Ponty, président de FEDEREC BTP. Donc, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, monsieur le président, bonjour. Nous venons effectivement vous parler de la, de la REP PMCB, les déchets du bâtiment. Cette REP, comme la filière VHU, en fait, la filière du bâtiment est une filière mature, très structurée, qui se repose sur plus de 1300 points de collecte qui vont des déchetteries privées, publiques, les centres de négoce, les centres de tri, les centres de traitement, d'enfouissement. C'est une REP qui est énorme puisque nous parlons de 46 millions de tonnes de déchets, en sachant que toutes les REP existantes gèrent 16 millions de tonnes. Et c'est une REP qui, sur ces 46 millions de tonnes, est structurée de deux manières. 80% des déchets sont collectés sur chantier. Le reste est en apport sur les points de collecte qui vont être les déchetteries publiques ou privées, ainsi que les points de négoce. Il y a bien sûr dans cette REP le sujet des dépôts sauvages, mais qui, s'il est un point très important pour les collectivités, reste faible au regard des 46 millions de tonnes. Et ces déchets sauvages sont souvent générés par des personnes qui travaillent de manière non déclarée et qui sont, on va dire, peu recommandables. À partir de là, donc, qu'est-ce que l'on peut faire comme constat? Donc, bien sûr, des satisfactions, comme mes prédécesseurs, et des inquiétudes. Dans les satisfactions, la première chose, bien sûr, c'est que l'on va trier plus. La contrainte va aider à trier plus, et ça, c'est bien pour le bilan carbone de notre activité, puisque nous aurons de moins en moins d'enfouissement ou d'incinération. De trier plus, ça va créer également plus de matières premières issues du recyclage, donc de la réincorporation, comme il a déjà été évoqué. Là aussi, un bilan très positif pour le bilan carbone de notre métier. La dernière chose, le diagnostic ex-diagnostic déchets qui évolue et qui devient le diagnostic PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, et qui sera la porte d'entrée à le bilan de ce qu'un chantier va créer comme déchets de manière officielle. Donc, soit des déchets, soit des matériaux qui pourront être réemployés ou réutilisés.
Donc tout cela est très vertueux et c'est tellement vertueux que FEDEREC est la première confédération qui s'est investie dans le sujet du diagnostic PEMD en faisant reconnaître auprès de France Compétences le diagnostiqueur PEMD comme un métier émergent. Et on a pu ainsi monter une formation certifiante inscrite au RNCP, le Registre national des certifications professionnelles, et qui permettra, lorsque le texte rentrera en vigueur au 1er janvier 2022, d'avoir des personnes enfin certifiées et efficaces pour réaliser cette tâche très importante. Donc après les satisfactions, les quelques inquiétudes que nous pouvons avoir, déjà, bien sûr, le timing. Comme je vous ai dit, cette REP est très importante, 46 millions de tonnes, et pour autant, on a l'impression qu'elle a bénéficié du moins de temps pour être élaborée. Donc c'est une préoccupation essentielle. Et elle met donc une pression sur tous les acteurs, que ce soit nous-mêmes gestionnaires de déchets, mais aussi les entreprises du bâtiment qui vont devoir s'adapter, et plus que ça, puisque souvent on dit que ça ne sera pas une évolution, mais une révolution culturelle. Ensuite, il y a effectivement le flou juridique du contour. Nous sommes à 3 mois de la mise en place de cette REP qui doit normalement s'appliquer à partir du 1er janvier 2022 et nous ne savons pas encore si elle sera opérationnelle ou financière, ce qui a été évoqué déjà. Je rappelle que la conséquence d'une REP opérationnelle dans notre métier serait la perte donc de la propriété de la matière, donc du chiffre d'affaires associé, donc de la structuration de nos entreprises, avec des conséquences indéniables sur l'emploi et l'organisation de nos entreprises. La REP financière viendrait balayer cet écueil. Donc il y a ce flou juridique et puis il y en a un autre, c'est l'inéquité de traitement que l'on perçoit aujourd'hui entre les déchetteries publiques et les centres de négoce qui sont clairement dans le périmètre de la REP, alors que nos équipements, nos déchetteries privées, elles ne seraient pas inclus complètement dans le périmètre et ne bénéficieraient pas du soutien sur le tri qui serait effectué sur ces déchets. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait une distorsion sur le traitement des différents acteurs. Ensuite, il y a la traçabilité. La traçabilité, nous appelons de nos voeux, bien sûr, la numérisation, la digitalisation. Force est de constater, malgré tout, qu'il y a pléthore d'acteurs qui essayent de se développer, qui veulent tous être avec des procédés universels, que la mise en place opérationnelle de ces procédés est pour le moins difficile et que donc nous sommes très inquiets sur une mise en place efficace pour notre métier. Et quelque chose qui devrait être positif va devenir très rapidement un frein et une difficulté. Enfin, le dernier point, c'est de nos inquiétudes, c'est le tri et les filières. Bien sûr, trier, on va trier de plus en plus, de mieux en mieux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Malgré tout, notre expertise nous permet de savoir que les flux en mélange et les refus de tri persisteront sur les chantiers ou sur nos installations. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, il a été complètement occulté des discussions et des réflexions ce sujet, et que c'est un objet majeur de nos préoccupations, car cela risque de déstructurer profondément nos équipements, car ces déchets étant les plus complexes à trier, ils demandent le plus d'investissement, et donc si nous ne savons pas s'ils seront intégrés dans le périmètre ou pas, nous aurons du mal à continuer à investir, donc nous avons un risque de déstructuration de cette filière. Donc nos propositions par rapport à ces constats positifs et plus inquiets, déjà le cahier des charges aux éco-organismes. C'est vrai, monsieur le sénateur, qu'il y a urgence car il va sortir très bientôt et malgré tout, il y a un manque fondamental. L'ADEME avait demandé à ce qu'il y ait une pluralité de réponses, c'est-à-dire que le volet financier et le volet opérationnel puissent être proposés. Sauf que, ce que nous avons compris des cahiers des charges, ils allaient être ouverts et les éco-organismes vont pouvoir répondre tel qu'il leur semble. Nous vous demandons que, dans le cadre de cette consultation, il leur soit demandé expressément de répondre à un mode financier et à un mode opérationnel, les deux propositions, pour que vous puissiez, en connaissance de cause, comparer les situations. Car eux-mêmes, sinon, ces éco-organismes étant de nature un peu orientés vers le mode opérationnel, ils ne vont répondre qu'à ce mode
et vous ne pourrez pas comparer. Nous savons qu'à terme, le mode sera hybride, c'est-à-dire opérationnel et financier. Nous proposons à ce titre, en fonction des réponses qui seront faites, mais nous proposons que tout ce qui est gestion des points d'apport, donc les déchetteries et les centres de négoce, soit géré de manière opérationnelle et que toute la collecte sur les chantiers et sur les sites soit gérée de manière financière à minima. Le calendrier, enfin, et ensuite je laisserai Erwan sur les conclusions de ces points forts. Le calendrier, vous l'avez compris, est très tendu, préjudiciable à nos réflexions, voire dangereux. Pourquoi ? Les trois acteurs, donc déjà les collectivités, ont des sites qui ne sont aujourd'hui pas prévus pour recevoir le flux de déchets qu'ils vont avoir. Ils n'ont pas les places prévues. Souvent, ils ont quand même des installations qui sont reconnues au titre des installations classées, mais ils n'en ont pas l'organisation et surtout le foncier. Ensuite, les négoces. Les négoces, eux, ils sont là pour vendre du matériau, pas pour en recevoir. Ils le font déjà dans le cadre de la loi, mais pas dans les quantités qui vont se passer. Et eux aussi, là par contre, vont avoir un vrai problème d'autorisation administrative au titre des ICPE. Donc ils ne sont pas prêts du tout. Et nous-mêmes, enfin, sur nos installations, nous par contre, nous avons les autorisations, nous avons le savoir-faire, nous avons l'organisation. Par contre, au titre de ce que je viens d'évoquer précédemment, nous allons devoir facturer tout cela dans un cadre de distorsion de concurrence, puisque les déchetteries publiques et les négoces, eux, le feront de manière gratuite. Je laisse Erwan conclure. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, merci d'avoir organisé cet événement ce matin. Moi, je suis très heureux de pouvoir conclure cette partie après Olivier en un symbole, en même temps en disant que Olivier représente une PME et du conseil, puisqu'il a également un bureau d'études, et je représente aujourd'hui un groupe. Donc, on montre bien ici, en tout cas, que PME et grands groupes sont en phase, réellement en phase, sur ce sujet et sur les conclusions que je vais maintenant aborder en 5 points. Le premier point, c'est, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, une réglementation qui va changer positivement les pratiques sur chantier. Et il y avait besoin d'un certain nombre d'avancées sur les chantiers, notamment lorsqu'on parle de contenants et de qualité du tri ou du non-mélange sur les chantiers. Mais une réglementation qui ne va probablement pas réduire la problématique des dépôts sauvages. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, François, cette loi était partie de ce principe d'essayer d'éradiquer la problématique des dépôts sauvages. On pense que malheureusement, ça aura un effet évidemment assez faible de ce point de vue-là. Mais encore une fois, amélioration des choses en matière de pratique. On pense effectivement que les diagnostics, que la formation de diagnostiqueurs, l'invention d'un nouveau métier de diagnostiqueur autour de ce sujet devrait néanmoins améliorer les choses en matière de réemploi ou de recyclage sur les chantiers. Le deuxième point, enfin, c'est la collecte doit être dans la REP. Pourquoi ? Parce qu'on a une vraie complexité d'intervention sur les chantiers qui nécessite que les opérateurs que nous sommes continuent à intervenir directement en lien avec les entreprises de construction pour pouvoir assurer un service de qualité sur les chantiers. Et on sait que la réalisation d'un chantier est quelque chose de compliqué. On sait qu'il faut avoir une réactivité de tout moment sur les chantiers pour pouvoir assurer la sortie des déchets en temps et en heure avec tous les corps de métier qu'on retrouve sur les chantiers. Le troisième point, comme tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, le cahier des charges des éco-organismes doit ouvrir le jeu, à la fois du financier et à la fois de l'opérationnel. On doit effectivement leur imposer de répondre aux deux, simplement parce qu'on pense que l'opérationnalité est adaptée pour densifier le maillage des déchetteries. Il faut une densification des déchetteries sur le territoire, notamment pour les artisans, notamment pour les chantiers sur lesquels il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de contenant mis en place. Mais pour la collecte sur chantier, lorsqu'on met en place, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est 80% des tonnages qui sont concernés par ces dispositifs où les entreprises, les opérateurs comme nous mettons en place des dispositifs de collecte, on pense que là, le mode financier est totalement adapté et
permettrait en tout cas, dans un premier temps, de pouvoir mettre en place dans une bonne disposition cette REP bâtiment sans complètement casser tout ce qui peut exister et qui fonctionne avec les entreprises de la construction actuellement. Le quatrième point, c'est la propriété de la matière. Je crois que les différentes interventions ce matin ont montré l'importance de cela. Les opérateurs ont une vraie expérience des marchés. J'ai noté aussi tout à l'heure l'idée de stimulation des marchés, c'est-à-dire que si on donne la possibilité aux metteurs sur le marché de maîtriser l'ensemble de la filière sans passer par un intermédiaire qui serait en même temps capable de stimuler le marché, je pense qu'on perdrait effectivement en efficacité et même en efficience sur ces marchés-là. Et dernier point, tu l'as dit tout à l'heure Olivier, c'est la distorsion de concurrence. On a cru noter effectivement de la part de l'État et des services du ministère l'idée de mettre de façon différente, de traiter de façon différente les collectivités, les distributeurs de matériaux de construction d'un côté et les recycleurs de l'autre. On pense qu'il faut pouvoir faire en sorte que les déchetteries, lorsqu'elles vont se mettre en place, les déchetteries publiques ou les déchetteries pro, soient traitées de la même façon, de façon simplement à faire une REP bâtiment qui soit construite ensemble, avec tous les acteurs de ce métier. Et on sait que dans le bâtiment, il y a nombre d'acteurs dans la filière. Et ça nécessite qu'on travaille réellement ensemble et qu'il n'y ait pas de distorsion dans le traitement des différentes parties sur les opérations. Voilà en quelques mots de conclusion pour intervenir à la fin. Et après, Olivier, merci. Merci beaucoup, Erwan. Merci, Olivier. Nous accueillons maintenant Patrick Kornberg, qui est vice-président de Fédérec, donc aux côtés du président, et président de la filière métaux non ferreux, et Olivier François, vice-président d'Euric. Donc voilà, ils vont nous parler assez logiquement des exportations de matières premières issues du recyclage. Voilà, sujet qu'on a déjà un petit peu abordé en filigrane. Et donc sans plus tarder, je vous laisse la parole. Avant, je voulais signaler la connexion de Franck Amonneau, qui est commandant des sapeurs-pompiers et président de l'Union des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Sénateur. Donc, tout d'abord, effectivement, comme introduction sur ce problème de l'exportation de matières premières que nous avons contribué à recycler, un petit chapeau d'introduction parce que souvent ce point est mal connu ou peu connu. Et pourtant, voilà, mon confrère Patrick Kornberg, il reviendra après, il y a vraiment un souci extrêmement important de distinction. Il a d'ailleurs été évoqué brièvement par François Excoffier tout à l'heure. C'est cette distinction entre déchets et ressources. Ici, sur les problèmes d'exportation de matières premières issues du recyclage, il y a réellement une grande confusion que l'on constate. Bon, voilà, on essaye de communiquer sur ce sujet depuis longtemps. Et si je veux résumer vraiment à l'extrême cette situation de confusion, c'est que le déchet, vraiment, peut être considéré comme un produit qui est en mélange. C'est-à-dire qu'on a affaire à un mélange de différents matériaux, de différentes matières, et qu'en tant que tel, il ne peut pas être utilisé en aucune manière comme une ressource dans l'industrie. Le but du recyclage est de séparer ces matières différentes pour atteindre des flux monomatériaux. Tout à l'heure, nous parlions des véhicules en fin de vie. Il est clair que le véhicule contient de l'acier, du cuivre, de l'aluminium, du polypropylène. Toutes ces matières, si on veut qu'elles aient du sens sur le plan de l'usage industriel, et en particulier des obligations d'incorporation de matières recyclées dans les objets neufs, toutes ces matières doivent être séparées. C'est vraiment l'objet de notre métier. C'est le cœur de notre métier. Et quand on arrive effectivement à ces matières, à ces monomatières séparées les unes des autres, on arrive vraiment à des ressources. Aujourd'hui, nous avons un souci qui est assez clair et que je pense que l'épisode du Covid aura amplifié, de constater qu'on a en Europe un déficit de capacité industrielle. Ce qui entraîne pour ces matières, ces ressources que nous extrayons, que nous trions des déchets, qui entraîne qu'une partie, mais ce n'est pas une grande partie, mais c'est une partie, doit être exportée en dehors de l'Union européenne des 27 afin d'aller en direction des pays qui sont des pays producteurs de matière et qui, à ce titre, ont besoin de matière.
On dit souvent l'économie circulaire. Il faut mettre en place l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, elle existe. L'économie circulaire, elle existe par exemple entre la Chine et l'Union européenne. La Chine produit des équipements, produit des objets manufacturés. Nous les consommons en Europe. Pourquoi c'est circulaire? Parce que à partir du moment où nous consommons ces objets manufacturés en Europe, nous les recyclons en Europe, et nous produisons ces ressources, ces matières premières, en Europe. Une partie, pas forcément tout, mais une partie doit repartir en Chine pour participer à ce cycle de la matière première dans la fabrication des objets. Alors on peut dire, oui, mais il faut changer ça, il faut relocaliser la production des biens d'équipement ou des objets manufacturés en Europe. Peut-être, ça ne va pas se faire en 3 mois. Si on veut vraiment y arriver, il faudra des décennies. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, l'exportation de ressources à destination de pays comme la Chine, des ressources recyclées que nous produisons, est absolument nécessaire. Maintenant, regardons les contraintes qui ont été mises en place récemment. J'évoquerai brièvement la Convention de Bâle. La Convention de Bâle est une convention qui a été signée depuis maintenant presque 30 ans sur le contrôle de l'exportation des déchets dangereux des pays riches vers les pays pauvres. Bon, quelque chose qui paraît complètement évident, de protéger les pays pauvres de l'exportation de déchets dangereux venant de pays riches. Pourquoi pas? Récemment, à l'initiative de pays comme la Norvège, la Convention de Bâle a provoqué un basculement des ressources de plastique que nous trions dans la Convention de Bâle en l'équivalent de déchets dangereux, qui fait que nous ne pouvons plus exporter, même en intra-européen, même entre pays européens, nous ne pouvons plus exporter, ou quasiment plus en intra-européen, les ressources de plastique que nous recyclons. Donc on arrive, si vous voulez, sur des décisions politiques qui entravent la circulation des matières, alors que nous n'avons pas nécessairement, dans chacun de nos pays, les capacités d'absorption. Et vous l'avez dit, monsieur le sénateur Pelva, dans votre introduction, cette absolue nécessité de liberté pour trouver cette équation qui consiste à trouver les ressources, à produire ces ressources et à trouver leur utilisation, c'est quelque chose qui est mouvant et qui doit rester ouvert. Si on ferme ces possibilités, on va vers de grandes difficultés. Je terminerai en citant maintenant au niveau européen les projets qui vont bien au-delà des matières plastiques. Là, je viens de citer la Convention de Bâle et qui, en effet, a des incidences très négatives sur les matières plastiques. Nous avons une refonte de la réglementation sur les exportations de déchets en dehors de l'Europe qui va porter donc sur toutes les matières, donc l'acier, l'aluminium, le cuivre, pas seulement les plastiques. Toutes les matières sont concernées. Ce projet de refonte est prévu pour ce mois d'octobre, maintenant. Il était prévu au mois de juin, il a été reporté en octobre. Et malheureusement, nous en attendons effectivement des conséquences très négatives sur nos marchés et sur nos capacités à nos entreprises à survivre, tout simplement. Et je crois, Patrick, que tu vas évoquer ces questions maintenant. C'est le bouton rouge. Mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir dans cet hémicycle. Dans la continuité de ce que vient de nous dire M. Olivier François sur la réglementation européenne et la modification de la Convention de Bâle sur le transport transfrontalier des déchets hors communauté européenne, vous savez, et il vient de le dire, que la Commission souhaiterait restreindre les exportations de ces déchets hors la communauté européenne. Malheureusement, nous sommes déjà victimes en France de ce que j'appellerais une surréglementation française face à ces décisions européennes. Et ça a souvent un impact qui est très important. Ça a entraîné, je dois le reconnaître, un certain nombre de distorsions de concurrence. Nous avons parlé beaucoup des éco-organismes et des REP tout à l'heure, mais je pense qu'il serait très important qu'on puisse suivre un petit peu ce qu'il en est sur les autres pays européens, qui ne fonctionnent pas systématiquement de la même manière que nous. Et automatiquement, nous sommes très vertueux, mais nous en subissons les conséquences. En ce qui concerne nos entreprises qui sont majoritairement très bien organisées en matière de traçabilité des matières que nous recevons, on peut facilement vous donner toutes les explications
pour vous expliquer d'où viennent ces matières et ce que nous en faisons. Mais force est de reconnaître que depuis des décennies, les décisions politiques françaises ont laissé la France se désindustrialiser. Comme vous voyez, j'ai des cheveux blancs et quand j'ai commencé dans le métier, toutes les ventes que je faisais, c'était dans des usines françaises. Malheureusement, aujourd'hui, ces usines françaises avec lesquelles nous avons travaillé se sont réduites en peau de chagrin. Beaucoup d'entreprises comme Péchinet, certains sites d'Usinor, Tréfimétaux, aujourd'hui, sont quasiment disparus en France. Et cela, à la différence d'autres pays européens. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui ont, eux, pas cessé de développer ce secteur d'activité. Et c'est parfois grâce à des subventions européennes. Je ne vous cache pas, et je ne crois pas qu'il faut qu'on se leurre, il va être difficile de réindustrialiser la France dans ces secteurs. D'un côté, il y a un certain nombre d'usines qui ont été délocalisées, certains blocages administratifs ou d'autres font que nous allons avancer très lentement. Ce qui n'empêche pas qu'il faut continuer à penser sérieusement à cette réindustrialisation. Suite à ça, aujourd'hui, ça fait, pour continuer dans les propos de ce que nous a dit Olivier François, nous ne pouvons pas absorber actuellement nos matières premières issues du recyclage et issues de la mine urbaine française. Donc je vous propose aussi également de réfléchir sur un problème de sémantique. La majorité de la population parle de déchets et nous voudrions mettre très sérieusement en évidence la notion de matière première issue du recyclage. Il y a une forte confusion dans la tête de la population française par rapport à ça. Nos activités commerciales suite à ça risquent d'être bloquées si nos exportations sont limitées. Cette difficulté, alors, pour trouver des débouchés entraînerait inévitablement un effondrement des prix, condamnant nos entreprises à trouver d'autres voies de rémunération ou être amenées à disparaître. Et attention à ce qui vient d'être dit, concernant l'Union européenne, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Et si éventuellement cette loi, cette volonté vient à être mise en œuvre, l'Angleterre va s'engouffrer dans la bêche et va vendre directement, va acheter ses produits à l'Union européenne pour les vendre à la grande exportation. Ça nécessite une forte réflexion. Par expérience, nous savons que la non-harmonisation fiscale européenne a entraîné un certain nombre de pertes d'emplois et de fermetures de sites dans les zones frontalières. Comme vous le savez, en effet, la France achète seule les matières, soit par chèque ou par virement, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Donc, beaucoup, on a parlé tout à l'heure des problèmes de filières illégales, mais beaucoup de produits sont vendus directement à l'étranger, puisque eux continuent à payer en espèces. Ça crée une énorme distorsion de concurrence. Nous voudrions vous appeler, messieurs les sénateurs, messieurs les députés, à mettre en œuvre au maximum vos interventions pour déterminer une harmonisation fiscale qui serait, je pense, très bien pour notre pays. L'indépendance de la France ne se résoudra pas en interdisant les exportations de matières premières issues du recyclage hors Union européenne, mais en industrialisant le pays et en s'appuyant sur une prise en compte des économies de CO2 réalisées grâce au recyclage. Nous comprenons bien la position d'une équivalence de traitement, qu'il soit environnemental ou sociétal, mais dans quelle mesure cette règle ne s'appliquerait pas également aux produits entrants, les autres matières entrantes, par exemple, comme le minerai de fer. Merci beaucoup. Merci Patrick. C'était assez court. Ouais, simplement, je voulais signaler que Patrick Kornberg est vice-président de FEDEREC et qui a présidé aussi le CSF, Comité stratégique français, et qu'Olivier François, qui a le même nom que des gens qui ont un très beau prénom, travaille dans une société internationale qui est présente sur la frontière franco-belge et donc qui est tout à fait sensible au sujet des exportations intra-européennes. Merci. Donc, on va garder Olivier François avec nous. Alors, je rappelle que Olivier François est intervenu dans cette première partie sous l'angle de sa
sa mission de vice-président de EURIC. EURIC était la Confédération européenne des industries du recyclage. Et donc maintenant, il reste avec nous, alors pour parler de casquette sous un autre angle, plutôt, je dirais, retour d'expérience opérationnelle terrain, sous l'angle de sa fonction de directeur du développement de Gallo. Et donc le deuxième intervenant qui l'accompagne sur cette dernière session, c'est Florent Collomb, donc, qui est le président de Praxi. Donc voilà, peut-être en 2 mots, il pourra expliquer ce que c'est que Praxi. Et donc le thématique qui touche l'ensemble des secteurs industriels du recyclage est la question des incendies. Alors je suis désolé, Manuel, vu que personne n'a présenté son entreprise, je vais... Voilà, Praxi est un réseau d'indépendants et Florent Collomb, on est le directeur général. Olivier François, je l'avais présenté dans les mêmes termes, donc nous ne présentons pas nos entreprises, les uns ou les autres. Merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pelva, cher président François Escoffier, très rapidement, puisque la presse est arrivée, je crois savoir qu'on est juste dans le timing maintenant avant de terminer et conclure sur la conférence de presse. Néanmoins, un sujet transverse commun à toutes nos entreprises et toutes nos filières et toutes matières travaillées qui nous inquiètent fortement ces dernières années tient à la problématique des incendies de plus en plus fréquents dans les entreprises du secteur du recyclage. Nous constatons depuis une dizaine d'années, nous, entreprises du recyclage, grâce notamment aux données du BARPI, le BARPI étant le Bureau d'analyse des risques et pollution industrielle, une augmentation considérable du nombre d'incendies sur les installations de traitement et recyclage des déchets. Les conséquences de ces incendies peuvent être lourdes et multiples. Et cette sinistralité galopante, montante, inquiète fortement tous les acteurs du secteur. Les risques, déjà humains avant tout, sur nos personnels, nos équipes, sur probablement le voisinage, mais également sur la probabilité de perte de bâtiments, de machines, d'arrêt de production, nous inquiètent forcément et on se doit de vous alerter sur ces sujets. Les causes sont multiples. Elles peuvent notamment être liées à la grande variété de marchandises et différents déchets que nous pouvons être amenés à traiter sur nos installations. Néanmoins, nous en identifions 3 principales. L'augmentation déjà, bien évidemment, des volumes, on en a beaucoup parlé préalablement, des volumes de déchets recyclés et traités sur nos installations. Les nouvelles campagnes de tri, les restrictions à l'élimination et aussi à l'exportation s'accompagnent d'une augmentation importante du nombre de sinistres. Les déchets plus nombreux sont amenés également à rester plus longtemps sur nos sites. Ils sont plus complexes à traiter, à trier, à préparer et sont donc source de plus de départs de feu que nous avions pu le constater par le passé. Le deuxième point est plus, lui, lié à l'évolution de nos modes de consommation, à savoir l'arrivée massive depuis une dizaine d'années de piles et batteries au lithium, contenues principalement dans les déchets électriques et électroniques, mais également dans tout un tas d'autres produits qui peuvent finir sur nos installations. Ceci en dépit des consignes données aux consommateurs pour éviter à tout prix leur présence sur nos installations. Le lithium est très très inflammable, il réagit et plutôt mal au choc, à l'eau par exemple. Donc l'augmentation, pour exemple, du nombre de sinistres liés au lithium est en augmentation très 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 importante puisque nous avons recensé autant d'accidents ces 3 dernières années que depuis leur arrivée sur le marché il y a 30 ans. Pour vous donner un petit peu une idée de l'augmentation exponentielle des sinistres liés à ces marchandises. Et puis le dernier point est lui lié aux conditions météorologiques et l'augmentation de la sinistralité est clairement liée en chiffres avec les augmentations des températures, puisque ces dernières années, classées parmi les plus chaudes, ont vu le nombre de sinistres liés à l'augmentation des chaleurs passé de 7 en 2009 à 56 en 2019, incendie. L'auto-échauffement des déchets étant une cause connue des départs de feu.
Les forts investissements qui ont pu être faits sur nos installations, la formation de nos équipes, la mise en place de consignes en sécurité active et passive n'a malheureusement pas suffi à limiter la hausse croissante de ces sinistres sur nos installations. Ça reste néanmoins un point sur lequel nous souhaitions vous alerter, et Olivier François prendra le relais avec quelques pistes de réflexion, puisqu'il en va de la continuité de services de gestion des déchets. Nous sommes des installations classées, des ICPE, et à compter du moment où nous sommes victimes de sinistres, indépendamment de tous les risques et dangers que cela peut représenter, eh bien, ce sont des activités où on peut avoir une rupture de la continuité du service, puisqu'elles ne se déplacent pas et ne se délocalisent pas, dans la mesure où ces activités sont liées à des autorisations et que cela peut poser des problèmes plutôt conséquents. Monsieur Olivier ? Merci Florent. Et donc, en effet, je pense que le problème est bien posé. J'insisterai simplement, précisément, en tant que vice-président de notre Confédération européenne URIC, ce problème n'est évidemment pas franco-français. C'est un problème que l'on retrouve partout, dans tous les sites de recyclage ou de traitement des déchets en Europe et bien au-delà. Donc les incendies se multiplient. C'est une donnée qui est absolument claire et en effet parfaitement corrélée, comme vient de le dire Florent, sur ces questions de l'intrusion de ces batteries au lithium. Batteries au lithium qui atteignent des tailles extrêmement petites. Vous pensez peut-être tous aux batteries au lithium qu'on trouve dans les véhicules électriques, qui sont d'énormes batteries. On ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça qui nous pose des problèmes dans nos installations de recyclage. Ce sont des piles aujourd'hui qui atteignent la taille des piles qui vous sont livrées dans les clés de voiture. Vous imaginez la taille de ce que c'est qu'un badge de clé de voiture. C'est tout petit. Donc nous, on reçoit des centaines de tonnes de matière à recycler par jour sur nos sites. On ne peut pas repérer, évidemment, en l'état, aujourd'hui, une de ces petites piles qui serait dans voilà, un camion de 20 tonnes. C'est impossible. Dans les recommandations que nous proposons précisément dans cette journée de réflexion, c'est précisément une approche sur l'identification de ces produits. Ceux d'entre vous qui utilisent par exemple des brosses à dents électriques le savent peut-être, les piles au lithium qui sont à l'intérieur ne sont pas démontables. Elles sont incluses dans la brosse à dents électrique. On ne peut même pas retirer. Donc oui, on demande bien entendu à ce que les utilisateurs, les consommateurs, quand ils se débarrassent de leurs objets électriques, fassent attention de séparer la batterie au lithium, mais même parfois, ce n'est même pas possible. C'est le cas précisément de ces objets du quotidien, comme une simple brosse à dents électrique. Donc ça, il va falloir qu'on trouve des solutions avec les concepteurs, parce que ça n'a pas été pensé. Il faut qu'on trouve des solutions d'éco-conception pour qu'on sache identifier à l'entrée de nos sites où, dans le camion, se situent ces petites horreurs que sont ces petites bombes incendiaires. Moi, j'utilise ce terme de bombe incendiaire parce que c'est la réalité. Ce sont des bombes incendiaires qui ont été mises sur le marché. Personne n'a vu venir le problème. Et ça, nous, maintenant, on l'a bien vu. Bon. Donc c'est la première proposition, c'est vraiment un travail sur l'éco-conception. Deuxième proposition sur les trois, c'est communiquer auprès du grand public. Les éco-organismes qui s'occupent du recyclage des appareils électriques et électroniques, qui sont connus en France comme étant écosystèmes ou écologiques, qui recyclent donc les déchets d'équipements électriques et électroniques, eh bien, doivent vraiment développer une politique de communication aux destinations du grand public pour qu'autant que le grand public peut le faire, il démonte ces batteries et les mette de côté dans les déchetteries. C'est absolument vital pour la poursuite de nos activités. Dernier point, il faut absolument aussi que les préfets nous aident. C'est vraiment un appel pour que les préfets nous aident en proposant aux SDIS, aux services d'incendie dans tous les départements, que cette question de venir faire des exercices sur nos sites soit une question prioritaire. Nous, par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille, nous exploitons 25 sites différents de recyclage dans le nord de la France. Sur ces 25 sites, nous avons des sites où le SDIS ne veut pas venir. Il n'a pas le temps. Ça, on ne peut pas continuer comme ça. On a vraiment une urgence au niveau des incendies qui se produisent dans nos installations et il faut absolument que les préfets indiquent clairement aux SDIS, département par département, qu'il faut impérativement venir faire des exercices sur nos installations. Nous avons tout ce qu'il faut sur nos installations en matière d'extinction. Nous avons des réserves d'eau, nous avons des matériels, des surpresseurs, des pompes, etc. Mais il faut que le SDIS soit familier chez nous comme il est familier chez lui. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. On a actuellement 180 personnes de connectées. On a eu plus de 300 personnes connectées et déconnectées.
Je voulais vous remercier de vos propos. Est-ce que, Monsieur Amono, vous êtes connecté actuellement? Vous étiez connecté il y a quelques secondes. Je ne sais pas si vous l'êtes. Non, merci. Je viens d'entendre les interventions par rapport aux incendies. Effectivement, c'est une nouvelle problématique qu'on rencontre. Hein, c'est les nouveaux risques qu'on rencontre chez les sapeurs-pompiers. Et je suis assez d'accord avec le dernier intervenant qu'il faut qu'on ait une prise de conscience générale chez les sapeurs-pompiers de ces nouveaux risques et de la prise en compte. Effectivement, sur ces risques-là, on a dans chaque SDIS ce qu'on appelle des services prévision qui sont en fait le pendant des ERP pour tout ce qui est les risques industriels. Et pour y avoir été chef de ce service il y a quelques années, je pense que ces nouveaux risques ils doivent être identifiés dans ces services-là et il faut qu'on arrive à travailler ensemble avec les industriels. Dans chaque département, pareil, sur le côté préfectoral, le préfet est en charge de la rédaction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Le risque, ça porte bien son nom. Ça veut dire que si c'est un nouveau risque, il faut qu'on l'identifie et qu'on travaille dessus. C'est des risques qui risquent, comme j'ai entendu, qui sont sournois, qui sont nouveaux et qui doivent être identifiés et analysés. Pour cela, au niveau des SDIS, on a ce qu'on appelle les plans d'établissement répertoriés. Ça veut dire que tous les endroits où on peut trouver ces piles et ces batteries au lithium, il faut que ce soit des établissements qui soient répertoriés, avec le risque répertorié, et qu'on anticipe ce risque et la prise en charge de ce risque avec tous les moyens d'extinction. Et en plus, les entreprises, les industriels nous mettent tout à disposition. Ça veut dire qu'il faut juste qu'on identifie le risque et qu'on travaille avec eux. Donc, effectivement, je pense qu'au niveau national, il y a cette prise de conscience à avoir et surtout ce travail à faire avec les industriels pour pouvoir prendre en compte et réagir surtout à ce nouveau risque. Tout état de cause sur la Haute-Savoie, c'est un des points, pour être sur ce département-là, c'est un des points qui est largement faisable de travailler ensemble, main dans la main, pour identifier, mettre en place ces plans d'intervention pour qu'on puisse anticiper la gestion de ces nouveaux incendies. En tout cas, Monsieur Amono, merci. Vous savez que nos sites vous sont ouverts. Je me souviens en tout cas d'une époque pas si lointaine où on prêtait notre chantier pour s'entraîner sur des incendies de métaux spéciaux, notamment zirconium et ce genre de choses. Et personnellement, je trouve que ces produits-là, on ne les crée pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nos activités, vous le savez, elles sont bien encadrées par les DREAL. Dans le risque incendie est pris dedans. On nous demande de faire des réserves. Voilà. Il y a plusieurs choses. Notre profession est plutôt victime que coupable dans cette affaire-là, puisqu'on récupère des produits qui viennent d'ailleurs. Le déclenchement de l'incendie, même si vous mettez toutes les vigilances possibles, les caméras thermiques et le nombre de contrôles, le tri à la source, on a toujours une forte potentialité. Il y a plusieurs choses. Il y a ce qui se passe du point de vue de la prévention et de la protection. Ça, c'est des pompiers. Et je pense que votre témoignage nous porte à croire qu'on a une très bonne écoute. Et puis ensuite, il y a la problématique de la pénalisation, puisque quand les pompiers interviennent, parfois, moi j'ai eu ce souci-là avec la mise en pression du produit qui fait que de temps en temps, la vanne baille un peu tellement il y a d'eau en fonction de l'incendie. Et ensuite, il y a la poursuite pénale via le ministère de la Justice, que nous ne manquerons pas de saisir aussi pour l'informer du sujet et implorer, j'allais dire, sa prise en considération, non pas sa clémence, mais sa prise en considération de la dangerosité de nos activités. Et puis, il y a aussi les DREAL et les préfets, comme il l'a été rappelé tout à l'heure, et nous enverrons aussi un courrier pour les saisir et les informer que de toute façon, les déchets n'ont pas fini de nous arriver. La complexité des produits mis sur le marché, la pile au lithium, elle est dangereuse, mais demain, ça sera peut-être un nouveau produit, une nouvelle pile, une nouvelle alimentation électrique qui créera peut-être la même chose. Donc, je rajouterais aussi, Président, la difficulté à faire assurer nos installations dans le temps pour pouvoir faire perdurer nos activités. C'est aujourd'hui un vrai sujet, une grosse problématique de pouvoir trouver des compagnies qui assurent durablement et dans des conditions acceptables nos installations. J'allais y venir. Il y a une faible appétence par les assureurs généralistes classiques de nos métiers. Et pourtant, c'est des vraies entreprises industrielles
qui limite au maximum les sinistres. Et la sinistralité, elle demeure importante, y compris sur des installations toutes neuves, toutes récentes, et c'est un vrai souci. En tout cas, merci pour tout. Merci de vous être connectés. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des sapeurs-pompiers, départementale, régionale et bientôt nationale, vu vos qualités. Nous... Merci beaucoup de votre disponibilité, en tout cas. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous accueillir pour échanger. On voit que les sujets sont nombreux. C'est toujours mieux de se rencontrer pour échanger et d'essayer d'anticiper finalement les besoins, les enjeux de chacun. C'est toujours plus facile aussi pour nous que de recevoir des liasses d'amendements quand on a les textes concernés. Donc clairement, ce que je pourrais vous dire, c'est que la porte du Sénat, elle sera toujours ouverte. Elle est ouverte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a une commission, un groupe d'études sur l'économie circulaire qui est présidé par Marta Tsidrack, donc qui fait aussi l'interface entre les textes et la commission. Également, j'ai pu voir les enjeux sur préfet, DREAL, ça aussi, c'est des points qu'on a régulièrement. Donc, il faudrait qu'on arrive à avoir une harmonisation au niveau de l'application de certaines règles, parce qu'en fonction du préfet, en fonction des DREAL, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on se bat aussi là-dessus, même au sein des départements. Après, j'ai aussi noté tout ce qui touchait à la Commission européenne et sur la surtransposition. Donc là également, moi, je suis vice-président à la Commission des affaires européennes. N'hésitez pas, quand vous constatez qu'il y a des enjeux de surtransposition vis-à-vis d'autres pays et autres, à nous les faire remonter. On a également une commission au niveau du Sénat qui lutte contre la surtransposition pour également essayer de corriger ces effets. Donc de plus en plus, on essaye de faire une application propre, sans surtransposer, et tout ce qui était, une surtransposition, donc on essaye de l'effacer. Et puis après, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire, mais en tout cas, c'est un vrai honneur de vous recevoir. La porte, je l'ai dit, sera toujours ouverte et j'espère qu'on continuera par la suite les échanges, soit par le biais du groupe d'études, soit par le biais, comme je vous l'expliquais, sous le contrôle du président Longeau, qui vous passe bien évidemment ses amitiés de pouvoir vous accueillir à l'occasion d'une table ronde ou d'un séminaire au sein de la commission. Et après, on pourra également refaire le point de tout ce qui a été dit. Et je souhaite également, j'en parlais au président Escoffier, qu'on puisse, ou que vous puissiez en tout cas rédiger un compte-rendu des travaux qui ont eu lieu aujourd'hui et que vous puissiez le faire suivre pour le coup à l'intégralité des parlementaires, parce que beaucoup se sont connectés, mais de façon partielle, ou n'ont pas pu se connecter parce que le lundi en général on est en circonscription. Et je pense que ce serait intéressant pour nous de le recevoir. Donc voilà, en tout cas j'ai des collègues qui m'ont envoyé des textos pour savoir si le compte rendu serait disponible. Donc en tout cas je forme le vœu qu'on puisse avoir ces éléments et qu'on puisse encore travailler main dans la main ensemble. Voilà, merci. Merci, sénateur. Ça m'a fait plaisir de vous voir quelques instants. C'est un plaisir. Non, l'idée de ce colloque à cette heure matinale, bien évidemment, on sait qu'on ne va pas trouver la foule sénatoriale puisque les gens ils sont en circonscription. La même chose pour les députés. L'ensemble des parlementaires sont en circonscription le week-end et la semaine viennent travailler ici au Sénat. C'est l'occasion de les rencontrer. On mène des rencontres régulières. Jean-François Longeau, on discute souvent de façon informelle. Ça a été le cas pour la consigne vert, pour tous les travaux qui nous guident. Moi, je remercie de l'accueil vigilant, mais je voudrais quand même dire la séance de travail, la forme de colloque, c'est pour rappeler quand même des choses importantes qui nous touchent et la sensibilisation de nos métiers dans le rôle de ce qu'est notre pays aujourd'hui. On a été reconnu, comme je le disais tout à l'heure, comme indispensable à la nation, et ce n'est pas en déséquilibrant nos activités, en les complexifiant, qu'on gagnera de la performance de la France et des parts de marché et des emplois non délocalisables chez nous. Bien sûr qu'il y a des produits manufacturés qui repartent de chez nous, bien sûr qu'il y a des matières premières naturelles qui sont prélevées dans la nature, souvent ailleurs qu'en France, mais nous, on représente totalement l'équilibre inverse. C'est-à-dire, tout ce qui est fait ici est fait dans notre pays. On est une véritable mine à ciel ouvert. Je ne vais pas recommencer là-dessus, mais comprenons bien que notre activité, elle est réellement indissociable du niveau de vie de notre pays. Je voulais aussi préciser les enjeux, rappeler les enjeux. FEDEREC ne s'oppose pas au REP. Nous sommes pas pour l'instant, nous ne sommes pas dans une discussion un peu comme il y a pu y avoir
au moment du sujet sur la consigne plastique, et je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus. Je voudrais surtout que cette page-là soit tournée, en tout cas dans le sens des oppositions. Je pense qu'on est dans les phases de construction encore, on doit pouvoir discuter, et je ne voudrais pas qu'on aille au-delà de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la REP financière, oui, sur tous les sujets qu'on a abordés, oui. Les REP opérationnelles, non, parce qu'elles vont, un, déstabiliser le système, deux, complexifier énormément la collecte de ces déchets, le tri, la séparation, la matière première issue du recyclage, la propriété de la matière, l'exportation et la satisfaction du besoin national. Je me permets, en conclusion, de vous dire qu'on a passé un bon moment et que l'ensemble de nos travaux, à l'issue de nos travaux, on a une conférence de presse avec les médias qui sont là, il y a des médias qui sont connectés aussi, et à l'issue de cette conférence de presse, nous rédigerons un courrier au Premier ministre, qui d'ailleurs déjà rédigé, un courrier au Premier ministre, tenant compte de nos échanges, Monsieur le Sénateur, tenant compte des questions des parlementaires. Nous allons faire un compte-rendu aux parlementaires qui pourront de nouveau nous saisir de questions sur tous ces sujets-là. Je pense que c'est important pour les gens qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de nos débats, et on les comprend bien. 2h30 en visio, c'est parfois long. Voilà. Et pour conclure, je vous remercie tous. Je remercie les intervenants. Je remercie surtout les équipes de Fédérec qui se sont mobilisées, et l'excellent sénateur Pelva et Jean-François Longeau qui ont permis cet instant, cette rencontre. Je remercie l'ensemble des parlementaires et des adhérents de Fédérec qui sont connectés. Voilà, on a été plus de 300 aujourd'hui. Je n'ai pas les dernières statistiques, mais c'est une grande satisfaction. En vous remerciant, et vive la France.